Bonjour, aujourd'hui je vous fais une capsule consacrée à la submersion migratoire et aux mythologies politiques autour de l'identité française. Pour illustrer cette capsule, je vais repartir du reportage que j'ai fait à Lampedusa il y a quelques jours et je vous en présente quelques images de cette île qui est assez fabuleuse, perdue à une centaine de kilomètres en gros au large de la Tunisie, à hauteur de Monastir. Donc nous sommes très près des côtes libyennes, très près des côtes tunisiennes, et qui nous est régulièrement présenté comme le point d'entrée d'une immigration massive, présentée comme une submersion migratoire qui arriverait comme ça par flot pour nous envahir. Je vais essayer de vous dire exactement ce que j'ai vu à Lampedusa et vous décrire ce qui, selon moi, distingue les faits et la mythologie politique et qui distingue au fond l'analyse rationnelle de la réalité et les fantasmes agités pour manipuler l'opinion dans un sens comme dans un autre. Alors je précise que l'objectif de cette vidéo, de cette capsule, n'est pas de polémiquer sur les sujets, mais bien d'essayer de vous faire prendre conscience de la façon dont notre vision de la réalité peut être déformée par des préjugés, des peurs, des angoisses, des thémata, comme on dit dans la sociologie expérimentale ou la psychologie sociale. Et je vais essayer de vous montrer comment, à partir d'un fait, on peut déformer une réalité pour orienter l'opinion. Je traiterai dans une deuxième partie les intentions que certains peuvent avoir pour obtenir des victoires électorales, pour exercer des logiques de domination ou d'influence, notamment sur les débats publics. Tout d'abord, je vous présente Lampedusa. Qui fait 10 km de long, 2 km de large. C'est une île qui fait 20 km². En réalité, vous en faites le tour en une demi-heure en voiture. Vous avez vu à peu près tout ce qu'il fallait voir en une demi-heure si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter dans des criques merveilleuses avec une eau turquoise qui rappelle les Seychelles et puis cette ambiance un peu, comment dire, île battue par les vents, par les flots et par les vents, et je vais d'abord commencer par vous montrer des images où l'on voit Lampedusa battue par les vents. Comme vous le voyez, les vents peuvent être très violents et les vents retournent la mer, ils agitent beaucoup la mer, ça rend très compliqué le passage, la traversée pour des embarcations qui ne sont pas équipées pour faire de la haute mer. Et ça, c'est une première donnée géographique qu'il faut avoir à l'esprit. Pourquoi est-ce important? Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que les habitants de l'île eux-mêmes vous expliquent que eh bien, il n'est pas possible de traverser en barque la mer lorsque le vent souffle, et généralement en hiver il souffle. Et donc il n'y a pas d'arrivée permanente de migrants comme on tente à nous le dire sur les côtes de Lampedusa. Il n'y a pas ce phénomène de flot continu, hein, et quand on écoute l'expression submersion migratoire elle-même, submerger quelqu'un, c'est évidemment le recouvrir d'eau. Et donc là, on a l'impression qu'on est recouvert de migrants en permanence à Lampedusa. Eh bien, matériellement, ça n'est pas possible. Les gens sur place vous expliquent par ailleurs donc, que les migrants arrivent par vagues, par moments, voilà, mais il y a des moments sans migrants. Moi, quand je suis allé à Lampedusa, cela faisait au moins 3 semaines qu'ils n'avaient pas vu de migrants arriver. Et les gens sur place vous expliquent que les migrants ne font jamais la traversée eux-mêmes, ou alors il est très rare qu'ils arrivent eux-mêmes sur les côtes de Lampedusa. La règle est que les passeurs qui les envoient contre monnaie sonnantes et trébuchantes, qu'ils envoient dans la mer, les mettent sur une embarcation qui dispose de trop peu de carburant pour faire toute la traversée jusqu'à Lampedusa, et donc
lorsque les passeurs envoient les embarcations sur la mer, ils appellent les gardes-côtes italiens pour que les gardes-côtes viennent chercher les embarcations et les empêchent de couler. Et vous comprenez incidemment que donc ce système de migration n'est pas du tout un système de submersion, comme on dit, mais c'est un système organisé avec les autorités italiennes, où il y a forcément, à un moment donné, des formes de complicité ou de contractualisation, si j'ose dire, entre les autorités italiennes et les passeurs. Il ne peut pas y avoir d'organisation massive de passage à travers la Méditerranée sans qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, un minimum d'organisation avec l'État italien, sachant que sur place, l'Italie a déployé des renforts de police, des renforts de gendarmerie, des renforts de Guardia di Finanza, la Croix-Rouge est présente, et donc dès que les migrants arrivent, ils sont pris en charge et ils sont transportés sur le sol italien proprement dit. Donc il n'y a pas d'installation permanente de migrants à Lampedusa qui submergerait l'île. Au demeurant, l'île est très belle, c'est une île très touristique, beaucoup de Milanais viennent se réchauffer très tôt. Moi, quand je suis arrivé, j'étais le premier non-italien à venir sur l'île de la saison, si j'ose dire, mais il y avait déjà des touristes milanais qui venaient, et il y a tout autour de l'île, sur les pourtours de l'île, des villas avec une vue imprenable sur la mer qui sont manifestement des villas de riches étrangers au sens de gens qui ne vivent pas sur l'île, mais qui sont des Milanais, des Italiens de la métropole, si j'ose dire, peut-être des étrangers, qui sont installés là et qui profitent du côté paradisiaque de cette île. Sur place, lorsque vous êtes avec les gens, lorsque vous êtes notamment dans la capitale de Lipodusa, eh bien vous ne sentez aucune forme d'agressivité, de tension, de peur. Les gens ne sont pas barricadés chez eux, les gens sortent, les gens profitent de la vie, les gens ont une vie tout à fait normale comme dans n'importe quel village. Il faut avoir à l'esprit que Lampedusa, c'est 5000 habitants au total, et lorsque vous êtes sur place, eh bien, vous sentez une vie d'un village de 5000 habitants, touristique, avec plus de restaurants qu'ailleurs, vous voyez plus de voitures de police, mais pour le reste, il n'y a aucune forme de tension. Et moi, durant les près de 3 jours que j'ai passés à Lampedusa, je n'ai pas vu de migrants. J'en ai vu 2 qui se baladaient très librement dans les rues de façon assez chaleureuse. J'ai supposé qu'ils étaient migrants, mais pour le reste, la vie est tout à fait normale sur place. Et c'est une île extrêmement paisible et pacifique, où vous ne sentez absolument pas le climat de guerre civile qu'on essaye de vous transmettre en France. J'ai même discuté avec une patronne de restaurant qui nourrit régulièrement la police et qui dit: mais moi, il y a 2 ans, je tenais un restaurant à Côme, dans le nord de l'Italie, sur le lac de Côme, qui est un lac très chic. Je suis venu m'installer à Lampedusa il y a 2 ans, et je suis très heureuse parce que ici j'ai une vie tranquille, loin du stress de la Lombardie. Donc, ce qui signifie bien que Lampedusa, réputée être la plaque tournante de la submersion migratoire, attire des commerçants, des indépendants, des entrepreneurs de la métropole italienne, de la partie la plus riche de la métropole italienne, qui viennent profiter de la tranquillité de l'île. Nous sommes très loin du fantasme de cette submersion, de cette espèce de prise d'assaut de l'Occident par des Africains, des voyous, des passeurs, des migrants, appelez-les comme vous voulez. Nous sommes très loin de ce climat lorsque nous sommes à Lampedusa. Alors, bien évidemment, c'est pour ça que je vais vous parler maintenant de mythologie, bien évidemment, il existe un phénomène migratoire. Bien évidemment, il y a des migrants qui passent par Lampedusa. Bien évidemment, il y a des filières qui permettent de faire passer des gens d'Afrique vers l'Europe de façon illégale par un trafic de passage de frontières qui est un trafic payant et qui est lucratif et qui est probablement patronné peu ou prou, parrainé ou en partenariat avec la mafia, les mafias locales et les mafias de la Méditerranée. Nous sommes tout à fait d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de phénomène migratoire
qui passe notamment par Lampedusa, parce que Lampedusa n'est certainement pas le seul point d'entrée de l'Union européenne. Tout le monde a entendu aussi parler des îles grecques qui sont au large de la Turquie, et même parfois pas au large, qui sont directement au contact de la Turquie. Simplement, entre le fait migratoire qui existe et la projection sur le mur, si j'ose dire, de l'ombre de ce phénomène migratoire que l'on transforme en submersion, il y a une couche mythologique qui s'installe. C'est-à-dire que dans la perception de la réalité, et je prends l'exemple de l'immigration parce qu'il est très caractéristique et connu de tout le monde, sur tous ces aspects, et c'est presque un cas d'école, mais la mythologie existe sur tout un tas d'autres sujets. Qu'il est intéressant d'aborder. Je vais entamer une série sur les mythologies politiques, c'est-à-dire sur les déformations de la réalité pour créer des courants d'opinion et pour, d'une certaine façon, distiller une vision idéologique de la réalité qui n'est pas conforme aux faits. Donc, entre le fait migratoire qui existe, que personne ne conteste, et la compréhension de ce phénomène comme une submersion. Dans le mot submersion, vous voyez bien qu'il y a déjà une image. La submersion, c'est quand la mer recouvre les terres. Par exemple, la submersion flandrienne, pour les Belges comprendront, c'est l'époque où la mer du Nord allait jusqu'à Bruges et recouvrait la Flandre, puisque Bruges a longtemps été été pendant 2 siècles un port de mer à cause de la submersion flandrienne. Ce qu'on appelle la submersion flandrienne. C'est une image, la submersion. Et donc, lorsqu'on parle de submersion migratoire, on est dans la figure poétique, en quelque sorte. On nous montre, on nous suggère l'idée que nous sommes noyés sous un flot irrépressible et permanent de migrants qui vont venir nous étouffer, venir nous noyer. C'est ça, la submersion migratoire. Et donc, lorsqu'on parle de submersion migratoire à Lampedusa, on projette sur ce qui se passe à Lampedusa une image terrifiante, une image létale, donc extrêmement anxiogène de « vous allez tous mourir noyés sous des flots permanents de migrants », et ça commence à Lampedusa. Et cette crainte d'une submersion migratoire, elle est tout sauf nouvelle, et j'en profite pour signaler donc l'écrivain Jean Raspail. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'au début, moi, ça ne m'avait pas frappé, parce que je n'y avais pas prêté attention, mais c'est mon camarade Yves-Marie Adeline qui me dit « mais votre reportage à Lampedusa m'a complètement scié, parce que pour moi, Lampedusa, c'était la submersion migratoire, c'était le camp des saints de Jean Raspail. » Et en fait, c'est pas du tout ça. Le camp des saints de Jean Raspail, donc Jean Raspail est un écrivain très brillant, mais très marqué politiquement, royaliste, et qui a notamment écrit ce roman Le camp des saints, qui est une référence dans les milieux identitaires. Dans le camp des saints, on voit le dernier camp occidental entouré, assiégé par des armées de migrants, d'halogènes qui viennent prendre possession de nos terres. Et petit à petit, les saints sont ceux qui livrent le dernier combat pour leur identité face à ces arrivées de migrants venus de l'extérieur. C'est une mythologie, c'est une angoisse que Jean Raspail a très bien bâtie, à laquelle il a donné une dimension mythologique, c'est-à-dire que, au fond, Raspail a fabriqué un mythe au sens de, non pas seulement de mensonge, mythos en grec c'est le mensonge, mais au sens platonicien, c'est-à-dire qu'il est parvenu à transformer en récit, en narratif, comme on dit, une peur que personne ne peut expliquer ou une peur qui n'a pas d'explication rationnelle immédiate. Donc, chez Platon, dans les dialogues de Platon, il y a des mythes qui servent à expliquer les idées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer rationnellement, des espèces de postulats, et Platon, pour les expliquer, utilisait des mythes, c'est-à-dire qu'il racontait une histoire mythologique, héritée de la mythologie, en disant, voilà, le beau, le bien, l'idée, c'est ça. Il y a des idées, il y a des mythes chez Platon qui sont faits pour expliquer des concepts qui ne viennent pas de l'expérience. Et le camp des saints de Jean Raspail, c'est un mythe au sens platonicien du terme, c'est-à-dire que les Européens qui sont des peuples qui vivent historiquement coincés, l'Europe c'est une toute petite poche au bout de l'Asie,
juxtant l'Afrique avec la Méditerranée pour point de passage. Et historiquement, les Européens ont toujours vécu dans cette angoisse d'être submergés par les autres, par les Asiatiques, Gengis Khan, Attila, etc. Plus récemment par les gens venus du sud de la Méditerranée. Et Raspail a assez bien a mythologisé, si j'ose utiliser ce néologisme, a mythologisé l'angoisse européenne de disparaître face aux submersions, et diverses et variées. Celle-là, ce n'est pas une submersion asiatique, c'est une submersion, une angoisse contemporaine d'une submersion par l'Afrique. Et Raspail l'a assez bien écrite, il l'a assez bien formalisée, c'est pour ça qu'elle a un tel écho aujourd'hui, et que donc l'intérêt des mythologies, c'est qu'elles permettent très rapidement de donner du sens à une réalité complexe. C'est-à-dire que si l'on admet l'hypothèse qui n'est plus discutée aujourd'hui, qui est admise généralement dans la psychologie sociale et notamment dans l'école américaine, l'école du nudge notamment, eh bien, on part du principe que les gens obéissent à cette espèce de cerveau reptilien, à l'habitude, au réflexe, qu'ils ne pensent plus librement, qu'ils agissent de façon quasiment inconsciente, hein, et que donc dans notre inconscient collectif, la mythologie, elle sert à mettre en relation un fait complexe qu'on n'analyse pas forcément tout de suite et une idée générale qu'on comprend tout de suite. La mythologie, ça sert à ça. Ça sert à dire, eh bien, quand vous êtes face à une situation que vous ne comprenez pas, on va distiller un mythe et ça va tout de suite vous faire comprendre de quoi il s'agit et ça va tout de suite donner du sens aux faits tirés de l'actualité qui n'est pas forcément parlant par lui-même. Et ça, c'est une technique qui est extrêmement efficace. Alors je disais que l'Europe a toujours été parcourue par la peur d'être submergée, d'être colonisée. Il y a des auteurs qui ont beaucoup capitalisé, si j'ose dire, sur ce sujet, par exemple, et donc, qui ne sont pas seulement Jean Raspail, mais en Allemagne, Ernst Jünger a écrit un ouvrage, un roman qui s'appelle Eumerswil, mais il avait aussi écrit Eumerswil, donc, qui décrit au fond un monde organisé par la caste mondialiste. Le livre est assez ennuyeux, mais il est pas mal fait dans la mesure où il fait l'éloge de l'anarque, c'est-à-dire de celui qui ne croit à aucune loi, et l'anarque vit dans un monde où la caste mondialisée s'est réfugiée en Amérique et où l'ensemble eurasiatique et africain sont en quelque sorte des zones d'emprisonnement à ciel ouvert pour des populations dont l'élite ne veut pas. Et l'anarque est chargé de gérer ce camp, il vit à Casablanca de mémoire, et donc Ernst Jünger décrit une planète qui est organisée un peu sur le principe là aussi où il y aurait une gestion de la submersion migratoire, et pour être sûr qu'il n'y ait pas de submersion, l'élite s'est réfugiée en Amérique et l'Europe, elle, et l'Afrique et l'Asie sont en proie à un désordre. D'une certaine façon, ce sont des camps de relégation. D'immenses goulags, en quelque sorte, qui seraient laissés à eux-mêmes, mais bien suffisamment surveillés pour ne pas déborder. Mais Ernst Jünger avait écrit d'autres ouvrages, notamment en 1939, sur les falaises de marbre, qui décrit là aussi, de façon allégorique, une Europe qui est menacée par des invasions, par des tensions internes. Et donc on voit bien qu'il y a une angoisse européenne historique vis-à-vis de sa fragilité, notamment la popularité des analyses sur les invasions barbares qui ont mis fin à l'Empire romain d'Occident. Eh bien, la popularité de ces analyses montre bien qu'il y a une angoisse qui existe et que cette peur de disparaître est une peur qui est tenace et qui nous tient au corps en quelque sorte. Et donc, la mythologie, elle est là, c'est-à-dire que il y a chez les Européens une angoisse de mourir, un peu comme l'homme de Néandertal est mort. Vous savez que l'homme de Néandertal était probablement plus intelligent, plus fort que l'Homo sapiens, mais il a eu un problème démographique, et finalement, il a été submergé par l'Homo sapiens, remplacé par l'Homo sapiens. Eh bien, on retrouve cette espèce de peur, je ne suis pas en train de dire que cette peur n'est pas fondée, je dis juste qu'il y a une peur occidentale de disparaître sous l'effet d'arrivée massive. Et là-dessus,
je voudrais justement faire le point et bien préciser la différence entre l'analyse intellectuelle du sujet et la prise de position morale sur ce sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dis que la peur de la submersion est un prisme de lecture de la réalité que cette peur n'est pas justifiée. Je vous en dis quelques mots pour que ce soit bien clair. Précisément, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, qu'il y a un problème démographique et migratoire en Europe, y compris en France. Là aussi, on va dire 3 mots de la mythologie. Alors, pourquoi il y a ce problème démographique et migratoire? C'est que l'Europe vit depuis 1920, quelque chose comme ça, peut-être même un peu avant, le phénomène dit de transition démographique, c'est-à-dire que nous faisons de moins en moins d'enfants. À une époque, on faisait autant d'enfants que les Africains aujourd'hui. Et puis, sous l'effet d'une organisation sociale qui évolue, on ne va pas traiter la question de la transition démographique aujourd'hui, mais sous l'effet d'une organisation sociale qui évolue, on fait de moins en moins d'enfants. Et on en fait tellement de moins en moins que nous sommes en situation de réduction de la population. Comme dit le patron de BlackRock au World Economic Forum, il y a shrinking of population, une diminution, une décroissance de la population qui est engagée. C'est connu au Japon, c'est connu en Allemagne, c'est connu en Italie. Alors, pour des raisons historiques, on constate que effectivement, ce sont les pays de l'Axe qui sont les premiers touchés par ce déclin démographique. Mais enfin, on ne parle pas assez des fortes réductions de population du fait des migrations en Russie, en Ukraine, dans les États baltes. Certains États baltes ont perdu 25% de la population lorsque le mur est tombé. Et donc, lorsque les frontières se sont ouvertes, les populations les plus mondialisées en ont profité pour émigrer, notamment vers l'Europe de l'Ouest. Et ce phénomène migratoire, donc en Allemagne, il y a beaucoup de Turcs, mais on a vu l'Allemagne a beaucoup accueilli de Polonais, de Tchèques, de Hongrois, parce que l'Allemagne a des besoins démographiques supérieurs aux nôtres. Mais tous les pays européens ont un besoin démographique parce qu'ils font trop peu d'enfants. Là-dessus, la baisse de la natalité, qui a été compensée très largement par l'allongement de l'espérance de vie, mais la baisse de la natalité en Occident est un fléau. Et un fléau qui n'est pas directement issu du Covid, c'est un fléau qui a commencé bien avant le Covid. C'est vrai que depuis le Covid et depuis la campagne de vaccination en particulier, la baisse de la natalité s'accroît fortement, c'est-à-dire qu'il y a un décrochage très puissant, très spectaculaire d'ailleurs, depuis 2021, dans le nombre de naissances en France, y compris dans les populations immigrées. Alors, aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour analyser le phénomène. Je sais qu'il y a des gens très attachés à l'explication simple. Beaucoup de gens cherchent des explications simples à tous les phénomènes complexes. On pourrait en faire une analyse, on pourrait chercher à comprendre ce que la psychologie sociale nous dit des bénéfices qu'on peut tirer de cette recherche de simplicité. Mais ce qui est sûr, c'est que la baisse de la natalité est un phénomène complexe, est un phénomène ancien, alors il s'accélère, mais il n'a pas commencé avec le Covid, il date de plusieurs décennies maintenant, et il s'accélère depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire avant le Covid. Et il est très largement lié à une recherche de confort, à ce que j'appelle l'avachissement, c'est-à-dire qu'on se dit pourquoi continuer l'effort de bâtir une civilisation quand au fond on peut vivre de l'héritage et le dilapider au nom du « je fais ce que je veux et mes désirs passent avant l'organisation sociale et les besoins de la société ». Dans cette mentalité d'avachi, on fait de moins en moins d'enfants et donc on a en même temps une croissance démographique, une croissance économique, pardon. Et donc on a besoin à un moment donné de travailleurs et c'est vrai qu'on fait venir des immigrés et par ailleurs cette venue de l'immigration, elle est très structurée, je l'ai dit, il y a d'abord techniquement des réseaux qui la font venir,
Ensuite, il y a une espèce de combat culturel pour nourrir l'immigration. Si vous allez en Afrique francophone, vous voyez que tous les ménages, en tout cas tous les cafés, tous les bars, même au fin fond de la brousse, sont équipés d'un poste de télé qui diffuse en permanence les images de Canal+ Afrique. Canal+ Afrique diffuse des séries où on voit pratiquement la vie en Europe avec des pluies de billets de 500 euros et les gens qui disent « Ah, j'ai envie de partir en vacances, je vais ramasser quelques billets dans la rue et je pars en vacances ». Donc l'image projetée, l'image que l'Europe projette d'elle-même en Afrique noire à travers les médias qu'elle finance, qu'elle structure, dont elle inonde les ménages, eh bien l'image que l'Europe projette, que des gens comme Vincent Bolloré projettent en Afrique, c'est l'image d'une Europe où tout le monde vit richement, tout le monde a une Porsche ou une Mercedes, et puis personne ne travaille, ou alors on fait des boulots extrêmement gratifiants, et donc on a besoin d'argent, on sort, il pleut des billets, on les ramasse et on va les dépenser. C'est cette image-là qu'on véhicule en Afrique et qui explique très largement le rêve européen qui existe dans des villages au Mali, au Sénégal, au Niger, dans nos réservoirs démographiques. C'est que tout est fait pour que ces gens-là se disent « je vis une vie de misère ici », ce qui souvent est très exagéré, « je vais aller en Europe et là la vie sera facile ». Donc il y a un mirage, il y a une mythologie de l'Europe qui est produite par les patrons européens pour inciter la main-d'œuvre à venir en Europe. Ça, c'est un fait. Alors, on a, si vous voulez, dans cet univers, une vraie difficulté, c'est que peu de Français qui vivent très mal l'arrivée massive de migrants, et je le redis, il y a une arrivée massive de migrants, qui n'est pas gérée, qui est implicite, pour tout un tas de raisons, notamment parce que le fait qu'on ne choisisse pas l'immigration permet effectivement d'instaurer une concurrence sur les salaires. On pourra en parler très longuement, ce n'est pas le sujet de la capsule, mais ça existe. Et beaucoup de Français qui, d'une façon ou d'une autre, sont précarisés, mis en concurrence directement par l'arrivée de migrants. J'en vois, vous savez que le siège du Courrier des Stratèges est à Abbeville. Lorsque je vais à Abbeville, j'entends bien que la population locale dit « Ah mais on doit recruter, on ne trouve que des migrants et ils sont mieux traités que nous parce qu'eux, ils ont l'électricité gratuite, on leur paye des formations, on leur paye ceci, on leur paye cela, tandis que nous, l'électricité, on doit la payer, ça augmente, etc. » Et donc, je vois bien que localement, il y a des gens qui disent les migrants font baisser nos salaires, ou en tout cas, ils nous font concurrence. Il y a cette perception juste du fait que les migrants sont des nouveaux venus qui introduisent une concurrence sur le marché du travail, qui est une concurrence qui est vécue comme déloyale. Simplement, là où il y a un effet mythologique sur lequel je vais venir, c'est que les mêmes Français qui se sentent précarisés par l'immigration ne sont pas prêts à faire des enfants pour éviter l'appel à l'immigration. Et ça, c'est un sujet qui est le phénomène mythologique, c'est-à-dire que en termes, si nous avions une analyse rationnelle de la réalité, et si les médias subventionnés étaient là pour promouvoir une analyse rationnelle de la réalité, eh bien on dirait aux Français, si vous ne voulez plus de migrants, parce qu'ils mettent en danger votre identité culturelle, ce qui est factuellement vrai, en tout cas il la modifie, il la modifie d'autant plus que l'immigration est un tabou et que donc il n'y a pas de politique d'intégration claire, mais on devrait dire rationnellement, si vous ne voulez plus de migrants, eh bien il faudra faire des enfants parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour travailler. Or, il y a aujourd'hui une industrie culturelle, une industrie médiatique qui fait vivre une autre mythologie, qui est celle de la peur, du grand remplacement, qui, je le redis, n'est pas sans fondement. On retrouve ici les thèses de Girard, de René Girard, sur le sacrifice, sur le bouc émissaire. Tout sacrifice, tout récit sur le sacrifice, part d'un fait historique dont on a oublié la portée réelle, et qu'on a transformé en un mythe. Et aujourd'hui, au lieu
de dire l'immigration, le grand remplacement, est en marche parce que nous ne faisons pas assez d'enfants et que donc nous avons besoin d'immigrants, eh bien, il y a une logique sacrificielle à la René Girard, mythologique, qui se met en place, qui consiste à expliquer que tous les problèmes de la société viennent des migrants et qu'au fond, nous-mêmes, nous n'avons pas à nous poser de questions sur nos propres défaillances, sur nos propres responsabilités, parce que bien s'il y a un afflux de migrants, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas assez d'enfants, c'est parce qu'il y a un complot. Et il est assez amusant de voir qu'une partie de l'extrême droite identitaire, de la droite identitaire, on l'appelle comme on veut, je pense par exemple à des gens comme Damien Rieu, ont finalement dit « Ah non, mais critiquer le vaccin mis en place par Big Pharma et ses intérêts anglo-saxons au sens large, y compris sionistes. Tous ceux qui dénoncent le vaccin sont des complotistes, et le complotisme, c'est pas bien. En revanche, l'immigration massive, c'est un complot qui est fait pour nous submerger, notamment un complot ourdi par George Soros. Et donc on voit bien qu'il y a une logique à géométrie variable dans la dénonciation du complotisme. C'est-à-dire que quand ceux qui protestent dénoncent la logique les intérêts économiques anglo-saxons, là c'est du complotisme pas bien. En revanche, quand il s'agit de dire nous ne voulons pas d'immigrés, etc., là c'est du complotisme bien. Voilà. Et de même, très souvent sur l'affaire de Gaza par exemple, dénoncer les violations du droit international par Israël, c'est du racisme pas bien. En revanche, dénoncer George Soros lorsqu'il fait venir des migrants, ça c'est bien. Ce que peu de gens comprennent, c'est que George Soros au fond est un acteur de la mise en scène internationale qui permet à la caste de tenir le système, et que dans l'industrie culturelle qui nous explique qu'il y a un complot qui vise à nous submerger de migrants, eh bien dans cette industrie culturelle, l'objectif est évidemment d'une façon ou d'une autre de tenir la population et de quadriller en quelque sorte l'opinion publique pour la tenir, avec un camp mis en scène contre l'autre, mais dans les deux cas, l'industrie culturelle à la main de la caste, elle répartit l'opinion selon ses tendances pour être sûr qu'il n'y ait pas de remise en cause de l'ordre vertical imposé par la caste elle-même. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, c'est-à-dire que si l'on admet l'hypothèse qu'effectivement nous sommes sous la domination d'une caste mondialiste et qui dans le mondialisme inscrit à la fois la défense d'une certaine forme d'immigration pour équilibrer les flux démographiques et la défense des intérêts d'un pays comme Israël qui lui considère que il a le droit de refuser le retour des réfugiés palestiniens. Nous sommes enjoints d'admettre l'arrivée de migrants et les Israéliens ont le droit de refuser des réfugiés palestiniens. C'est la position d'un certain nombre de mouvements mondialistes aujourd'hui. Si l'on admet l'hypothèse que ces incohérences, ces failles, elles s'expliquent par une clé de lecture qui est qu'au fond, il y a une caste mondialiste occidentale, on va dire ça comme ça, qui considère que la planète entière est son terrain de jeu naturel et que donc, s'il y a des frontières, c'est elle qui doit les contrôler à sa guise. Et qu'au fond, il y a une répartition, comme Ernst Jünger, dans son roman dont je parlais tout à l'heure, parlait dans le roman Heumuswil, c'est-à-dire qu'il y a des zones pour l'élite et puis il y a des zones de relégation dont l'Europe, d'une façon ou d'une autre, doit devenir un élément. Eh bien, si on admet ce projet, alors beaucoup de choses s'expliquent. Dans ce qui s'explique, c'est que notamment pour éviter que les populations ne prennent conscience du rôle politique essentiel qu'elles jouent dans une démocratie, car rappelons-le, dans une démocratie, c'est le petit peuple, au fond, qui décide, surtout dans un monde de suffrage universel. Pour éviter que les gens ne prennent conscience de leur puissance, de leur force, et pour les convaincre
qu'ils ne sont pas grand-chose ou qu'ils ne peuvent rien, eh bien, il y a une répartition des rôles qui se fait, hein, avec des mécaniques de manipulation de l'opinion qui sont les mêmes quels que soient les camps. Alors, si je pars du principe que dans l'analyse qui est faite par la caste de la population, il y a répertorié la catégorie des gens qui se sentent menacés dans leur identité. Si vous voulez, je ferai une présentation du modèle dit Big Five ou Ocean, qui est le modèle psychologique de psychologie sociale qui sert aujourd'hui à analyser la population et à organiser les narratifs. Eh bien, les gens répertoriés comme ayant peur se sentant menacés dans leur identité par l'étranger. Je simplifie. Si ça vous intéresse, je ferai une capsule pour expliquer les analyses de psychologie expérimentale, de psychologie sociale qui est autour de ça. Mais ces gens-là, il faut les tenir. Ces gens qui ont peur d'être grands placés, il faut les tenir. Et donc, pour les tenir, on leur dit, vous êtes menacés par des étrangers, et c'est le seul problème de votre vie. Voilà. Et personne ne leur dit, rationnellement, faites des enfants. Voilà. Et comme ça, on n'aura plus besoin d'immigrer. Et donc, on met en place des forces, des groupes sur les réseaux sociaux, avec des techniques de manipulation, qui permettent de nourrir la peur de l'étranger. Dans ce cadre-là, l'industrie culturelle, le cartel des médias subventionnés, comme je dis souvent, a besoin d'un segment de presse qui, d'une façon ou d'une autre, explique aux gens que à chaque fois qu'un Afghan assassine de façon tragique un petit Français, nous sommes submergés. Or, là encore, bien entendu que ça existe, bien entendu qu'il y a des Afghans en situation irrégulière, des étrangers en situation irrégulière, qui commettent des délits et des crimes. Hein. Et c'est vrai que dans les prisons, il y a une surreprésentation des populations arabo-musulmanes, on va appeler ça comme ça, pour des raisons historiques. De même que moi, quand j'étais petit, il y avait dans les prisons de Belgique où je vivais, avec une forte communauté italienne, il y avait une surreprésentation des Italiens dans les prisons, pour des raisons beaucoup plus sociales que ethniques. Hein. Mais bien entendu que ça existe, et bien entendu que ces faits sont tragiques, et je partage tout à fait la douleur des parents. Vous savez que je sais de quoi je parle, la douleur des parents qui ont perdu un enfant assassiné par un étranger. La question c'est pourquoi on va tirer dans la presse, dans une revue de presse, ce fait divers-là, et pourquoi on va passer sous silence les 10 autres faits divers où il y a eu des tragédies, alors parfois pas des assassinats, mais en tout cas des violences extrêmes entre des jeunes. Simplement, on ne peut pas exciper d'une raison raciale sur ces faits divers. Soit que ce soit passé entre Français, soit que ce soit passé entre étrangers. La question, c'est pourquoi à un moment donné, on tire de l'actualité ce fait divers tragique, puisqu'on ne conteste pas la tragédie, simplement on transforme le fait divers en mythologie, de la submersion migratoire. Évidemment, pour pouvoir faire peur aux gens, et la peur, dans les analyses de psychologie expérimentale, est un élément important pour inhiber l'action des populations. La peur et une certaine forme de colère. Si ça vous intéresse, je ferai un point, une capsule sur la colère et les différentes utilisations politiques qu'on peut faire de la colère. Ce que je voudrais simplement souligner aujourd'hui, c'est que cette peur de la mort de l'Europe par la submersion migratoire, c'est un élément essentiel, la peur, qui est utilisée en prenant bien garde de ne pas dire aux gens « vous pouvez changer votre destin ». À part leur dire « votez un tel et qui chassera les immigrés », et tout le monde sait qu'il ne le chassera pas, à part voter un tel pour régler le problème de l'immigration, ne faites rien. Et surtout, ne faites pas d'enfants, ne vous organisez pas pour vous passer des immigrés, contentez-vous d'élire les gens qu'on vous désigne. Et pour le reste, vous ne pouvez rien faire. C'est une logique de l'impuissance qui est évidemment calculée par la caste. La caste sait qu'il y a des gens qui ont peur de disparaître, et la caste les nourrit en mythologie pour leur expliquer qu'il suffit de voter un tel, le problème sera réglé. On l'a vu, on a vu comment ce système avait permis de sauver Macron au moment de la mort du jeune Naël tué par un policier. Les émeutes qui ont suivi ont été lourdement combattues par tous ceux qui disent Macron est un traître, un salaud, un mondialiste, horrible, etc. Mais
il faut le sauver, et s'il y a des émeutes, il faut combattre les émeutes, parce que les émeutes sont le début de la guerre civile qui va nous emporter. C'est-à-dire que entre une alliance avec les immigrés pour chasser Macron du pouvoir et une alliance avec Macron pour chasser les immigrés, les identitaires, ils sont du côté de Macron. Et c'est là qu'on comprend l'organisation du logiciel, j'allais dire, de la caste, qui consiste à faire semblant qu'il y a des oppositions, mais qui au fond est organisée pour que l'un tienne l'autre, et parce que l'un a besoin de l'autre. Et qu'au fond, l'un et l'autre sont pilotés ou parrainés par les mêmes industriels du narratif sur la défense de leurs intérêts, sur la défense d'une société verticale. Je finis tout ça pour dire que, en bout de course, Macron utilise les mêmes techniques. Simplement, les identitaires, je veux dire au sens large, nous disent l'Europe va disparaître à cause des immigrés, et Macron nous dit l'Europe va disparaître à cause des identitaires, des nationalistes, de ceux qui ne croient pas à l'Europe, de ceux qui ne soutiennent pas Zelensky, de ceux qui ne soutiennent pas l'Occident. L'Europe va disparaître à cause d'eux. Dans les deux cas, Macron comme les identitaires, la mécanique de manipulation est la même. Elle consiste à agiter des peurs et à expliquer aux gens que la seule action utile pour s'en sortir, c'est de mettre un bulletin de vote dans l'urne. Simplement, pas pour les mêmes partis. Mais on voit bien qu'au fond, le ressort du système aujourd'hui, il est le même. C'est-à-dire que du côté des macronistes comme du côté des identitaires, il y a une logique verticale qui vise à vous faire peur, à vous convaincre que la seule action utile, c'est par les urnes de vous satisfaire du huis clos qui existe aujourd'hui entre le bloc central macroniste et le bloc, on va dire, marginal, en quelque sorte, hein, au sens originel du terme, qui est celui du Rassemblement national et de sa constellation. Et au fond, ces deux logiques participent du même objectif, qui est de créer des mythologies, c'est-à-dire de transformer des faits ponctuels en des craintes majeures, de les transformer pour vous convaincre que vous ne pouvez rien faire et qu'il faut les mettre au pouvoir, où ils continueront à jouer la même comédie indéfiniment avec les mêmes techniques de manipulation. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne voulez plus d'immigrés, et je le comprends parce que effectivement l'arrivée de migrants, elle est un problème, elle pose des problèmes, je l'ai dit et je le redis, eh bien, si vous ne voulez plus de migrants, il faut faire des enfants, c'est-à-dire à un moment donné, accepter de vivre autrement, faire des efforts. La société, c'est vous qui la faites, ce ne sont pas les puissants. Ceux qui profitent de la société, c'est vous. Ceux qui vous convainquent que vous ne pouvez rien, c'est la caste. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes responsable de votre passivité devant la caste, c'est-à-dire que bien, si vous ne voulez plus d'immigrés, faites des enfants. Voilà. Changez votre vie. Prenez le contrôle de votre destin. Pour qu'on ne parte pas fâché, puisque, je le redis, je pense que je vais avoir... Posez-moi des questions. Les commentaires haineux, je les vire. Je vous laisse quelques images de Lampedusa pour finir. À bientôt.